nous accompagner un romancier, auteur dramatique et scénariste qu'on aime beaucoup dans le MAG. Bonsoir Didier Van Kovla. Votre serviteur. C'est une émission de service, c'est absolument fabuleux. Vous êtes donné le mot, c'est beau. Bonsoir. Vous avez écrit plus de 40 livres avec au moins autant de récompenses, dont un Goncourt. Et voici votre dernier né, Le pouvoir des animaux, chez Albin Michel. Alors, vous avez choisi, mais des extrêmes, deux scientifiques qui se passionnent pour deux espèces très différentes. Il y a un mammouth, bon, ça on visualise à peu près, on va en parler, mais surtout un tardigrade. Et alors le tardigrade, c'est moche, mais c'est quand même drôlement intéressant. C'est moche, mais ça vaut le détour. Alors pourquoi est-ce que vous êtes pris de passion pour le tardigrade? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le tardigrade? Parce que beau gosse. Voilà. Beau gosse, tardigrade. Voilà, alors c'est très grossi, hein, parce que dans la réalité, il mesure 1 millimètre, on peut le voir à l'œil nu. Et avec une très bonne vue et de très près, mais il faut mieux le microscope. Et donc ce tardigrade, qui a l'air de rien, comme ça, avec ses 8 pattes et son physique de saucisse cocktail. C'est pire que ça. Hein. Et bien, en fait, il détient sans doute le secret de l'immortalité. En tout cas, il est indestructible. C'est-à-dire qu'il résiste à tout ce qui, normalement, tue un être vivant. Le temps, d'abord. Oui, c'est-à-dire qu'il résiste d'abord au zéro absolu. Moins 293 degrés, à 150 degrés de chaleur, il est toujours là. Il résiste à des pressions, les pires pressions qui soient. Toutes les radiations toxiques, par exemple, l'homme décède à 500 rad, c'est l'unité de mesure des radiations. À 570 000 rad, le tardigrade est toujours là. Mais même le quinquennat de Hollande. Même le quinquennat, il a résisté. Et vous savez comment il résiste? Dès qu'il sent que l'environnement n'est pas propice à sa survie, il se déshydrate, il se lyophilise, comme nos soupes en sachet. Il vide 99% de son eau. À la place, il crée une couche de cire antigel. Et là, il peut attendre éternité. C'est Hibernatus, en fait, en quelque sorte. C'est un peu Hibernatus, mais c'est la réalité. Dans votre roman, c'est le moment où il revit. Enfin, on lui redonne vie. Alors, ce début les gens qui ont déjà lu le livre sort aujourd'hui. Donc, Jean me dit, c'est fou d'avoir inventé ça. Ben non, ça, je ne l'ai pas inventé. Le tardigrade, retrouvé à 200 mètres de profondeur par un glacionaute, ces explorateurs des glaces au Groenland, il fait un prélèvement de glace, il le remonte, où il y a des poussières d'étoiles, des bactéries inconnues, des choses formidables pour les scientifiques. Il attend que ça dégèle dans un bloc sur un plateau, et tout à coup, il met son microscope et il voit un petit animal qui bouge les pattes et qui se met à galoper. Donc ça, c'est la réalité. Je suis parti de là, j'ai découvert, c'était en 1996, c'était au Groenland, c'est Jeannot Lamberton, un grand glacionaute, explorateur des fonds de ces moulins de glace éphémères créés justement au moment du dégel de l'eau par des rivières qui créent ces gouffres et qui créent les archives de la Terre, en fait. Et vous cherchiez une histoire comme ça ou vous êtes pas du tout, cette histoire, je tombe là-dessus et c'était vraiment une ligne à la fin. L'article dit, et j'ai vu ce petit animal qui, tout à coup, reprenait vie. Je me dis, mais c'est un sujet. Sauf que ce sujet, il a mis plus de 20 ans à éclore. Il a fallu qu'en fait, je trouve son partenaire. Ceci dit, son partenaire, c'est le mammouth. Ce que vous racontez là est le cauchemar pour certains virus des infectiologues. C'est-à-dire que le réchauffement climatique provoque un réchauffement de tout ce qui est gelé et on a très peur qu'à la surface remonte des virus. D'où l'intérêt du mammouth. Des virus anciens. Voilà, tout à fait. Là, vous faites la transition vers le mammouth. Et tout est étudié dans cette émission. Car nous sommes orientés service. Mais c'est vrai. Service des auteurs. Service total, service compris. Sauf que c'est une créature vivante complète. Et il résiste même. On est passé au mammouth. Donc je reviendrai après au tardigrade. Ça, c'est le mammouth laineux. Alors, parce que vous vous intéressez aussi au mammouth, parce que c'est au cœur du livre, par le prisme d'un autre scientifique. En fait, ce sont deux scientifiques. Oui, qui vont se rencontrer. Ces deux jeunes chercheurs. Histoire d'amour aussi. Histoire d'amour et de rivalité sur deux projets animaliers qui vont être en concurrence auprès d'une fondation suisse tenue par une milliardaire russe éminemment mafieuse et qui déteste tellement les hommes que c'est une excellente animaliste. Et elle donne 100 millions de francs suisses au projet animalier destiné à sauver la planète. Et les deux sont en concurrence, donc c'est pas juste un coup de foudre dans la glace, là où ils se rencontrent au moment de la découverte. C'est le feu sous la glace. Et puis, ce qui me passionne,
passionne, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ces chercheurs qui vivent dans quelque chose qui... C'est l'avenir de la planète, c'est l'avenir du corps humain, parce que la protéine qui permet au tardigrade de résister à tout ça, on l'a découverte. C'est en tout cas une résistance totale et une autoréparation de l'ADN. C'est-à-dire que le tardigrade qu'on a même envoyé dans l'espace, la mission Photo-EMS-3... Et là, il y en a sur la Lune en ce moment. Ça, c'est une autre mission israélienne. Ils ont fait un lâcher de tardigrade. Pardon, mais... Le fameux lâcher de tardigrade. Voilà. C'est la nouvelle discipline olympique. Oui, et là, il n'y a plus qu'à aller sur la Lune pour voir si les tardigrades l'ont colonisé. Il n'y a pas de raison qu'ils décèdent sur la Lune, puisque quand ils sont revenus sur Terre, après avoir été soumis au vide spatial et aux rayons solaires directs, tout ça, ils n'étaient pas en très bon état. L'ADN était quand même très, très endommagé. Ils l'ont réparé grâce à cette protéine. Et cette protéine, c'est ce que fait mon héroïne dans le livre. Elle l'a insérée. Wendy l'a insérée dans des cellules humaines qu'elle a bombardées de radiations mortelles. Les cellules ne sont pas mortes. Ça a été fait dans la réalité. Il ressemble étrangement, ce tardigrade, mais en beaucoup plus petit. Au râteau. Non, pas du tout. Au ver de sable du film Dune, qui est un film qui a 30 ans aujourd'hui. Oui. Et il va y avoir d'ailleurs un remake de Dune qui est prêt, bientôt, qui est prêt. Et dedans, il y a des vers de sable qui ont une bouche qui ressemble globalement à un anus, disons les choses. Voilà, et en fait, ils sortent du sable et ils ont exactement la même forme. Est-ce que la forme de ce tardigrade a inspiré d'autres gens ou d'autres monstres? Parce qu'il est déjà très monstrueux. Peut-être, mais sûrement, dans l'imagerie. Je pense, oui, mais on le connaît depuis tellement peu de temps. Par exemple, c'est depuis 2016 qu'on sait comment il se reproduit d'une manière assez Là, c'est une spéciale. femelle dans votre... oui. Elle s'appelle Franquette, la tardigrade. Attendez, parce que savoir comment il se reproduit. Parce qu'il s'appelle Franck. Oui. Et au début, alors l'histoire est racontée tantôt par la conscience de ce tardigrade qui revient après 130 000 ans en vie active et découvre évidemment l'espèce humaine. La dernière fois, il avait que des abeilles et des fleurs, quoi, comme voisinage. Oui. Et il trouvait que ça marchait quand même beaucoup mieux, l'écosystème, le rapport d'équilibre de la nature, qu'avec cette espèce de bipède surpuissant qui a le pouvoir sur tout. Et le tardigrade, oui, au début, il est qualifié de tardigrade et il parle au masculin jusqu'à ce que Wendy dise non, elle. C'est une femelle. Parce que les petites excroissances, ces petites bosses bleues qu'elle a dans le dos, ce sont des œufs. Alors la reproduction, Alors la reproduction, en 2016, on a découvert comment ils se reproduisaient. Donc ces petites excroissances sont des œufs qui sortent au moment de la mue. Et il faut attendre qu'un mâle arrive, se frotte contre un frotteur. Se frottant. Et puis, il y a une aspersion. C'est une fécondation par aspersion. Il n'y a pas de pénétration. Et c'est comme ça que les œufs vont finir par éclore. C'est incroyable. Donc, voilà. Et c'est là, donc... C'est comme si vous aviez vos ovules sur le dos. Non, mais c'était pas la peine. Non, mais il faut quand même se représenter. Oui, soyons serviables, c'est ça. De fécondation. Et qu'on arrivait en arrosant comme ça, sans rien. Enfin, c'est incroyable. Voilà, il y a peut-être un peu de frustration là-dedans, mais il y a une efficacité quand même. Ça n'a rien à voir avec votre livre précédent. L'histoire du SDF. C'était l'inconnu du 17 mars. Oui. Et là, c'était lié vraiment au confinement. Quoique. Le rôle des animaux. Là, vous avez un 100 planètes fixe. Le confinement vous a quand même beaucoup inspiré, parce que le confinement, ça pose la question de l'homme, de ce qu'il fait sur l'environnement. Ce sont des sujets fondamentaux. Oui, et puis on a eu ça l'accélère. Le temps de se poser la question. Et par exemple, puisque je vais revenir au mammouth. Oui. Le problème du mammouth, c'est que c'est peut-être lui qui a les moyens aujourd'hui de sauver la planète. Du danger numéro 1, qui est le dégel du permafrost en Sibérie aujourd'hui, et puis ensuite en Alaska, partout où il y a ce sol gelé, parce que, vous avez fait allusion tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a sous ce sol gelé? Il y a bien sûr tous les virus, des pandémies oubliées depuis toujours, et surtout, il y a des milliards de tonnes de gaz carbonique et de méthane qui commencent à sortir. Vous avez des explosions de bulles de méthane, des effondrements de sol en Sibérie qui sont vraiment plus qu'inquiétants. Et d'où ça vient cette situation? Du fait de la disparition des animaux dans la forêt sibérienne. D'où la nécessité de réintroduire des mammouths, en tout cas. Alors, dans un premier temps, il y a les gens dont je parle là aussi. C'est pas une invention de romancier, le Pleistocène Park. C'est-à-dire, c'est mieux que le Jurassic Park, qui est juste un parc de loisirs destiné à tout ce qu'on a vu dans le film. Mais là, non. Sur 20 km², le plus grand chercheur écologiste russe, Sergueï Zimov, a créé depuis 20 ans ce Pleistocène Park. Son but, c'est de recréer l'écosystème de l'âge de glace.
Donc il y a encore des animaux qui étaient présents à l'époque, les bisons, les bœufs musqués, des chevaux sauvages, tout ça. Donc il les a remis là. Et le fait que ces animaux remuent la neige, cherchent une nourriture, en été leur déjection régénère le sol. Donc cette forêt revit. Mais surtout le problème, c'est que la couche de neige qui n'est plus remuée par les animaux agit comme un isolant thermique et donc le dégel est accentué en dessous. Le sol ne peut plus geler en profondeur, d'où ces libérations de méthane. Il faut savoir que si ce qu'il y a sous ce permafrost, méthane et gaz carbonique, sort, l'explosion que ça causera sera comparable à 5 fois l'incendie de toutes les zones boisées de la Terre. Et ça, c'était prévu pour dans 2 siècles, et finalement, puis ça un arrive siècle, et là, on n'est plus dans l'horizon. Les plus pessimistes disent moins de 50 ans. Donc là, on a un espoir. C'est que commencé sympa et puis oui, là, vous avez jeté un froid. Je redeviens sympa. Non, je vais vous donner un show là. Optimiste, parce que oui, sur ces 20 km² du Pleistocène Park, le fait d'avoir réintroduit ces animaux a fait baisser la température du sol de 19 degrés. En 20 ans. Donc ça, on est pour une fois devant ces enjeux climatiques, devant une solution qui existe, qui en plus une histoire complètement folle, mais une belle histoire. C'est-à-dire, remettons les animaux là où ils étaient autrefois et ils vont vous régler le problème. Est-ce qu'ils vont remettre du mammouth cloné ? Oui, parce que le but, évidemment, c'est très bien les bisons, mais ça ne suffit pas à avoir le volume, le poids, et puis aussi, pardon d'être cru, mais cette forêt morte, il faut la faire tomber, de manière à ce qu'une nouvelle forêt arrive, que les graminées repartent, mais on ne va pas y aller au bulldozer, on ne va pas faire Amazonie en Sibérie, on ne va pas brûler tout ça. Non, il n'y a qu'un animal comme le mammouth, qui était chez lui là, autrefois, d'où ce projet de clonage qui est plus qu'un projet, parce qu'il y a 3 universités dans le monde qui sont très près d'arriver, Kyundai en Inde, il y a au Japon et aux États-Unis. Le Japon et surtout l'université d'Harvard. Oui. En Chine, ils ne clonent pas, ils clonent déjà les chiens en Chine. Ils ne communiquent pas. Là, j'ai rien trouvé sur la Chine, mais il est très possible qu'il soit dessus aussi. Mais en tout cas, celui qui communique le plus, le professeur George Church à l'université d'Harvard, lui est sur le point de mettre en pratique le clonage hybride, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, grâce pour une fois au réchauffement climatique, énormément de dépouilles de mammouths congelées intactes. On refait surface. On a des réserves d'ADN qui sont formidables, un sang qui est vraiment comme neuf. Comme neuf, vous avez raison. Et donc, on a toute cette information ADN. Et il se trouve que le mammouth est compatible à 99% avec l'éléphant d'Asie. Donc le but, c'est de faire, non pas le clonage comme dans Jurassic Park, réparer l'ADN, tout ça. Ça va faire peur à la fin. On recombine, on recrée numériquement cet ADN. Et en fait, ce qui intéresse chez le mammouth, c'est le fait qu'il résiste à des températures, avec son mètre de poil rigide. Il y a 10 cm d'épiderme. Enfin, donc ces caractéristiques-là, si on recrée ce mammouth et qu'on le met là-bas, en précisant bien que Church fait ça dans un utérus artificiel, comme dans mon roman. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire naître un mammouth comme voudraient le faire les Japonais dans la matrice de l'éléphant d'Asie, parce que ça ferait tout sauter, quoi. Donc là, on est un peu dans la folie de ce clonage. Il faut être très prudent là-dessus. Là, la bioéthique a évidemment son mot à dire. Mais pour une fois, il y a ce conflit très intéressant entre les adversaires, justement, de tout ce clash qui disent non, une espèce disparue doit être disparue, mais sauf que là, c'est sans doute le seul moyen, à grande échelle, pour vraiment garantir que ce méthane et ce gaz carbonique ne sortiront pas de là. Donc, il y a des sujets très contradictoires et qui sont bien résumés par la milliardaire qui donne ses millions aux chercheurs et qui dit quel message dois-je envoyer au monde cette année ? Est-ce que c'est sauver des vies individuelles par le prisme du tardigrade et sa petite protéine d'immortalité pour simplifier, ou par les mammouths pour sauver la planète ? Est-ce qu'il faut d'abord sauver l'homme ou est-ce qu'il faut sauver la planète ? C'est un peu ça l'enjeu. C'est l'enjeu du livre, pardon ? C'est lié, non ? Enfin, les deux sont... Et bien finalement... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme qui rêve d'immortalité, alors là, c'est pas ce qu'il y a dans la protéine du tardigrade. Il y a une résistance accrue à tout, une réparation de l'ADN. C'est plutôt par rapport au ravage du cancer et de la maladie d'Alzheimer, où là, il y a un espoir gigantesque qui naît à travers ce petit animal. Mais maintenant, l'être humain qui rêve de vivre 200 ans, ok, mais sur quelle planète ? Je veux dire, si on fait rien pour la Sibérie, il n'y a plus de planète. Donc le problème ne se pose plus. Donc voilà, c'est vrai que je me suis enthousiasmé pour ces chercheurs qui m'ont inspiré. Voilà, parce que en plus, c'est les gens qui vivent tout le temps avec des animaux comme eux.
il y a un niveau de conscience supplémentaire, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une mode, hein, ce nouveau regard sur l'animal. C'est un combat pour certains, un combat très dur, et c'est un renfort de conscience. D'un côté, on nous parle de transhumanisme avec conscience augmentée de manière artificielle, et là, les gens qui sont en communication avec un chien, qui forment des chiens d'assistance pour les aveugles, pour les épileptiques, des chiens qui détectent les explosifs. On voit chez ces animaux ils sont plus heureux, ils vivent plus longtemps parce qu'ils sont en connexion avec l'homme qui a compris ce qu'il pouvait donner. Souvent, c'est sous forme de jeu, tout ça. Même les chiens détecteurs d'explosifs qui ont sauvé tant de vies pendant les périodes d'attentats, c'est un jeu pour eux de retrouver. Donc là, on est devant quelque chose qui... Je veux dire, cette familiarité et cette volonté de créer du lien toujours plus avec l'animal nous rend plus humains. Je pense que c'est un des messages du livre. Et nous rend vraisemblablement aussi service. Un mot qui vous est cher, J'ai David. mon chien qui m'accompagne partout. Mais oui, mais d'ailleurs, il y a récemment eu un sondage, 95% des gens disent que leurs animaux domestiques les ont aidés réellement à traverser la période du confinement. Et pour les enfants, ça aide aussi à libérer la parole, à se confier. Bon, bref. Et même l'an dernier, il y a eu une enquête de la SPA et de la Société française de cardiologie qui expliquait que les gens qui avaient des chiens ou des animaux de compagnie avaient moins d'accidents cardiovasculaires. Donc, merci les animaux et bravo aux tardigrades et aux mammouths. Et puis aux chiens, les c'est vrai que ce concours, parce que ce que j'ai inventé, c'est l'OMRA. L'Organisation mondiale des ressources animales, avec cet milliardaire russe qui donne ce projet, cette espèce de super Bill Gates, mais vraiment destiné à la cause animale et donc à l'humanité par ricochet. Et là-dedans, on voit évidemment tous les super pouvoirs de ces animaux. Je parle des baleines, je parle des pieuvres, je parle des... Et même des chiens, vous le racontez très bien, ils sont aussi en compétition pour obtenir de l'argent de cette fameuse fondation de Oui, parce que l'OMRA. ça coûte très cher, ces formations. Il ne s'arrêtera pas de parler. Il ne s'arrêtera pas de parler. C'est absolument pas... Mais non, mais c'est vrai que c'est un sujet... Il peut créer une chaîne de télé rien qu'avec un livre. Non, mais c'est passionnant. Laurent, Non, mais je rentre dans les pages de mon livre, je ne dis plus rien. Merveilleux.